Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur différents articles qui sont sortis pour notre jeu fétiche Warhammer The Old World. Alors déjà on va commencer par cet article 5 janvier où on nous parle un peu de ce qu'il y aura en fait dans les Arcane Journal qui j'espère vraiment seront traduits en français. Mais bon, j'ai bien peur que non. Alors voilà, bon bah ce sera ces deux petits bouquins, 21 balles le livre. Donc voilà, on peut voir qu'on va avoir beaucoup de lore à l'intérieur. Donc voilà les couleurs des différentes baronnies, si je puis dire, les uniformes, etc. Ça c'est le genre de magazine, enfin les genres de choses que j'adore. Donc voilà, il y aura beaucoup de lore et je pense que, enfin, bon, bah, comme ils nous disent, on va pouvoir jouer des variantes et tout d'armées, enfin etc. Enfin il y aura plein de choses. Bah je vous laisserai découvrir l'article. Voilà, mais c'est pas mal du tout de ce que je peux lire. Ils ont ici, il y a un petit scénario là, d'une petite page qui a été offert. Donc voilà, à savoir aussi, si vous n'avez pas vu, sur la chaîne Warhammer sur YouTube, il y a un rapport de bataille de Warhammer The Old World de 44 minutes pour ceux qui auraient envie de le voir. Même si c'est en anglais, c'est pas bien grave, c'est un rapport de bataille. Toujours sympa à voir. Donc, ensuite, il y a ce petit article sur les peintures. Je crois que c'est les peintres du studio qui ont peint justement des Bretoniens et autres joyeusetés. Je les trouve vraiment trop classe. Je sais pas vous, mais ceux-là, enfin, les chevaliers à pied, là, comme ça, là. Oh là là, comme ils sont trop beaux. Donc voilà, ils sont très bien peints. Je trouve que le mec, il s'est bien donné à fond. Ceux-là aussi, juste magnifique. Celui-là m'a bien fait rigoler, là. Donc voilà, non, franchement, bon, bah voilà, je trouve ça sympa. C'est pas des peintures parfaites et tout, mais je les trouve vraiment bien sympas, voilà. Donc je voulais vous partager ça. Moi, je trouvais ça cool. Et je trouve que les figurines sont vraiment pas mal, quoi, quand même. Et je trouve pas qu'elles ont... comment dire qu'on voit un gap énorme entre elles et les anciennes. Alors là, il y a eu différents almanachs dernièrement qui sont sortis et je vous ai traduit celui que je trouvais vraiment intéressant. Celui où il parle du lore. Donc on va voir ça maintenant. Parce que bon, les autres, après il y en a un qui parle de la peinture, si je dis pas de bêtises. Ça, voilà, et puis un autre, je sais plus de quoi, enfin bref, mais celui-là, je le trouvais intéressant, donc on va voir ça ensemble. Alors, c'est parti. Le vieux monde est si proche que vous pouvez pratiquement sentir les onguents mortuaires. Nous sommes tellement enthousiasmés ici, dans la tour des sorciers de la communauté Warhammer, que nous avons convoqué l'équipe qui a conçu le jeu pour une série d'articles de table ronde. Notre cercle de liaison les a forcés à répondre honnêtement. Alors voici ce qu'ils nous ont dit sur le sujet du jour, l'histoire du monde des légendes. Première question. The Old World détermine-t-il... comment le récit de Warhammer The Old World détermine-t-il son décor? Jonathan. Warhammer The Old World est une histoire d'origine pour l'Apocalypse. Au fil des décennies de Warhammer Fantasy Battle, nous avons couvert le règne de Karl Franz, la montée d'Archaon et finalement la fin des temps. À partir du moment où nous avions établi que c'était l'Empire, ce qu'était l'Empire, et ce qu'était le chaos, nous avions destiné Archaon à gravir et à détruire cet environnement.
L'une des premières questions que nous nous sommes posées était: quel a été le moment de l'hérésie d'Horus dans le Vieux Monde? Quel a été le moment du siège de Terra? La conclusion à laquelle nous sommes arrivés était la destruction de Prague, et le siège de Kislev était essentiel. La montée d'Azavar-Kul représentait le véritable retour du chaos dans le Vieux Monde. Depuis l'époque de Sigmar, de puissants champions du chaos se sont levés tous les quelques siècles pour revendiquer le titre d'élu éternel et mener de grandes incursions depuis les déserts du Nord pour renforcer le pouvoir du chaos. L'élu éternel avant Kul a été possédé par Be'lakor et détruit. Il n'a donc pas réalisé ce que les puissances de la ruine avaient espéré. Ce qui a laissé au chaos une influence affaiblie dans les années qui ont suivi. C'est Azavar-Kul qui se lève et détruit Prague, ramenant le chaos dans le monde. Il a été vaincu à Kislev, mais tandis que les nations du Vieux Monde pensent que cela signifie que le chaos a été repoussé, la réalité est qu'il s'agit d'un point de bascule. Quelque chose a changé dans le monde, et à partir de ce moment-là, il est voué à l'échec. Voilà. Ensuite, nouvelle question. Alors, dans quelle mesure ces événements sont-ils imminents? La date indiquée dans les livres de règles est 2276, soit quelques décennies seulement avant le début réel de la Grande Guerre contre le chaos. 2276 est spécifiquement l'année où Settra envahit les princes frontaliers, ce qui est un moment énorme pour le décor. Vous ne verrez pas le siège de Prague de sitôt, mais les roues ont été mises en mouvement. D'accord. Quelle partie du décor a été créée spécialement pour Warhammer The Old World et quelle partie a déjà été créée dans les livres précédents? Jonathan. Même si je ne pense pas que quiconque ait spécifiquement prévu un jeu se déroulant au cours de cette période, il y a vraiment très peu de choses que nous avons révélées dans les articles précédents qui n'existaient pas déjà. Lorsque nous regardons les factions sur lesquelles nous nous concentrons, tout s'inscrit de manière assez organique. Les Skaven ne sont pas vraiment là en ce moment dans le contexte établi. Ils mènent une guerre civile dans les entrailles de la Terre, ce qui les fait pratiquement disparaître pendant quelques siècles et deviennent du folklore. Petit aparté. Ce serait bien quand même qu'ils fassent... Enfin, je sais qu'à cette période-là, c'est vrai que les Skaven étaient donc en guerre contre eux, quoi, en guerre civile. Mais ce qui a même failli les faire disparaître. Enfin, faire disparaître des rats, faut y aller quand même, mais bon. Mais on aurait pu... Enfin, je sais pas, ça aurait été marrant de faire une... comment dire, une petite bifurcation en disant, bon, bah voilà... faire des petits scénarios, des trucs comme ça pour faire, je sais pas, pendant ce temps-là, et ce qui se passe sous terre, les Skaven ils se tapent sur la gueule et tout, etc. Ça aurait été marrant, enfin voilà. Alors je reprends le cours des réponses. Les principaux chefs des contes vampires ne sont pas là non plus, car les von Karstein viennent d'être vaincus à Elfen. Autant qu'il est possible pour un vampire d'être vaincu, tout cela était là. Et tout cela correspond à ce que nous voulions faire pour être mieux que ce que nous aurions pu espérer. Hop, donc voilà, on a toutes les forces là qui sont là. Donc bon bah voilà, hein, comme on a dit. Ces 5 armées-là, et entre guillemets ces 5 armées-là, puisque là il y a orques et gobelins, qui vont être en fait,
choyé, on va dire, pendant cette partie-là. Voilà. Alors, je continue. Dan. Nous disposions d'excellentes bases sur lesquelles construire la prochaine étape du voyage. Rob. Il nous reste encore suffisamment d'espace à explorer. Et notre objectif à long terme est de découvrir cet environnement en développant des gammes de modèles, ce que nous faisons beaucoup, et en créant des livres d'armée, des livres de campagne et bien plus encore. Nous le traitons comme un terrain de jeu temporel que nous pouvons explorer. Nous pourrions faire une partie de cela de manière séquentielle. Nous pourrions sauter partout, mais notre plan n'est pas de commencer par le début et de progresser étape par étape à la victoire contre Azavar-Kul. Des personnages à Locke. Oui, enfin. Ouais, ça va être. Ils vont faire quand même des choses, oui, parce que sinon, en fait, la ligne, elle est toute tracée, puisque c'est quelque chose qu'on sait déjà. C'est pas comme Age of Sigmar ou Fantasy Battle, où en fait, ils ont dessiné au fil du temps la ligne, voilà. Mais là, là c'est vrai que quand tu repars dans le poissé, entre guillemets, tu dis telle période à telle période, bah, c'est déjà écrit, donc voilà. Mais on va dire qu'ils vont jouer dans cette période-là pour faire vivre des choses, des campagnes et tout, peut-être des trucs plus détaillés. Il y aura ce fil, je pense, qui ira de telle époque à, comme ils disent, la victoire contre Azavar-Kul. Mais entre-temps, il y aura plein de choses. Et donc c'est pour ça que je dis, on pourrait faire un petit passage pour les Scaven et tout, pendant leur guerre civile, ça pourrait être sympa, enfin bref. Nouvelle question. Les personnages reviendront-ils? Où est-ce l'occasion d'écrire de nouveaux héros et méchants? Jonathan. Il y a un certain nombre de personnages familiers à cette époque. Mais certains d'entre eux peuvent ne pas être vus parce qu'ils ne sont pas pertinents par rapport à l'histoire que nous racontons et aux zones où se déroulent les principaux conflits. Rob, concentre-nous sur ce qui est immédiatement pertinent. Pour les rois des tombes, Cetra, l'impérissable, est de retour. En Bretonnie, le chevalier vert est également présent. C'est plutôt cool. Hop là. Chevalier vert, c'est chevalier Sinople, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être lui. Ouais. Bon, bref. Jonathan. Ce sont deux exemples, de personnages qui existent depuis des centaines ou des milliers d'années. Donc naturellement, ils sont également présents à cette période. Lorsque nous arriverons au prochain livre, vous commencerez à voir d'autres personnages que vous reconnaissez revenir, mais à un plus jeune âge. Les rois peuvent actuellement être des princes. Dan. Il y a certainement des personnages que les gens reconnaîtront, en particulier ceux qui ont vécu plus longtemps. Mais c'est aussi une excellente occasion pour nous d'introduire de nouveaux personnages adaptés à la chronologie. À titre d'exemple, aucun des personnages de l'Empire qui existaient à l'époque de Karl Franz n'apparaîtra, car ils ne sont pas encore nés. Magnus le Pieux n'est pas encore un personnage vedette, mais nous pourrions voir des héros tout aussi importants introduits dans la fiction sur la table. Donc ça me... C'est voilà, c'est tous les nouveaux personnages qui vont créer. On va dire sur cette période-là, on va avoir plus... comment dire on va l'avoir plus en détail, comme c'est qu'on l'a passé à la loupe. Et du coup, on va voir les personnages qui, à cette époque, on va voir comment ils vont écrire le lore qui va s'embriquer dans le reste. Ça va être intéressant quand même à voir. Rob. Il y aura des personnages dans cette époque dont les actes ou les échecs auront un effet d'entraînement menant à la fin des temps.
ainsi que des ancêtres ou d'autres parents ou prédécesseurs de personnages que vous connaissez et aimez de Warhammer Fantasy Battle. Cela signifie que ces personnages plus anciens sont pertinents de toute façon, sans que nous ayons simplement besoin de revisiter ce même personnage une seconde fois. Jonathan. Dans le contexte de l'Empire, en particulier de nombreux noms de famille ont été ajoutés et nous pensons que les gens seront enthousiasmés. Si vous suivez les cartes que nous réalisons depuis le début, vous y trouverez de nombreuses accroches. Au lit. Allez, tous vous coucher. Il y a beaucoup de clins d'œil à certaines choses là-bas et beaucoup d'œufs de Pâques. Les fans vétérans de Warhammer, ceux qui ont lu des livres de règles et des romans remontant à 20 à 30 ans, reconnaîtront des extraits ici et là, ainsi que les idées vues pour la première fois dans diverses éditions de Warhammer Fantasy Roleplay. Ces livres sont l'une des principales raisons pour lesquelles le monde est aujourd'hui si étoffé et ont été travaillés par tant de personnes au sein du studio. Voilà. Donc ça c'est bien parce que bon, ils font pas n'importe quoi, ils regardent quand même ce qui a été écrit vraiment par les anciens et tout, etc. Donc ça c'est bien. Alors, nouvelle question. Y a-t-il quelque chose de radicalement différent dans le monde de cette époque? Dan. La technologie ne sera pas très différente. Certaines choses peuvent manquer et d'autres seront traitées comme expérimentales au moment où le jeu se déroulera, mais vous aurez toujours des canons et des mortiers. Ah oui, par exemple, par contre, il n'y aura pas les collèges de magie comme on a eu à Warhammer Fantasy Battle. Là, peut-être que la magie balbutiait à cette époque-là. Donc on n'avait pas encore créé, d'après ce qu'on avait lu dans un autre article, on n'a pas encore créé les collèges de magie. Rob. Une autre façon de voir les choses, au lieu de ce qui n'existera pas, est de se demander quelles technologies pourraient exister à cette époque et qui ont été oubliées ou mises de côté plus tard. Et est-ce que cela nous apprend qu'est-ce que cela nous apprend sur le monde des légendes par rapport au monde des légendes? Le monde de la fin des temps. Jonathan. Quant à la façon dont les choses évoluent au fil du temps, regardez les armes de poing de l'Empire. Nous pourrions donner aux soldats de l'Empire des armes de poing de style plus ancien avec des mécanismes de tir plus primitifs, mais elles fonctionneraient à peu près de la même manière dans le jeu. Nous n'avons donc pas fait cela parce que nous voulons que les gens puissent retirer leurs anciennes armées, les utiliser et les développer sans avoir à craindre que de tels modèles soient anachroniques. Ça c'est bien, vous voyez, ils ont pensé aux anciens. En termes de magie, Rob, en termes de magie, bah voilà, les collèges de magie ne figureront pas, car les collèges n'existent pas à ce stade. Le Célestial Hurricanum et le Luminarque de Ish ne seront pas là non plus. Voilà. Jonathan. Ce sont des créations des collèges de magie, donc ils n'existent tout simplement pas à l'heure actuelle. Vous pourriez cependant être surpris de certaines des choses qui existent à cette époque. Rob, l'une des choses intéressantes que nous avons découvertes au cours de nos recherches était la tradition de la fin des temps concernant un char à vapeur spécifique utilisé par Nuln, appelé Délivrance, qui a été déployé pendant le siège de Prague. Ah, ça va être intéressant ça. Un nouveau char à vapeur là. Bam bam bam. Jonathan. Les réservoirs à vapeur sont fascinants.
car ils ont été construits il y a plusieurs siècles du vivant du grand ingénieur Leonardo de Miragliano. Ils existent depuis longtemps et il y en a dans cette période du monde des légendes. J'ai pas compris. Attendez, hop. Ah voilà, et il y en a en fait plus dans la période du monde des légendes que dans celle de la fin des temps, car ils étaient plus récents et moins nombreux avaient été détruits. Il s'agit d'un âge d'or légèrement plus. Ah oui, il s'agit d'un âge d'or, un âge qui connaît un certain degré de paix par rapport à la fin des temps. Ouais, voilà. Ouais, ah oui, donc on va être plus dans un âge d'or. Ça va être cool, on va avoir plus de tanks. Oh, génial. Alors, Giorgio. Une différence intéressante ici, dans cette période, les réservoirs à vapeur ne sont plus une réplique à vénérer et à étudier, ils étaient le nouveau produit brillant. Ouais, voilà. Ah ouais, je vois. Ah ouais, c'est bien pensé, ouais, c'est cool. Jonathan, ils sont moins déconnectés de l'inventeur et de leurs contemporains aussi. Rob, il y a aussi moins de superstitions. À la fin des temps, on affirmait communément qu'il y avait eu que 12 réservoirs à vapeur construits. Mais c'est le genre de mythe fou qui s'est répandu à la fin des temps. C'est vrai qu'il y en avait plein. C'était tout simplement normal. Nous ne sommes pas à une époque où de vastes foules errant dans l'Empire se flagellent. Jonathan, certains font ça. Rob, certains certainement, mais il y en a moins qu'eux, beaucoup moins. Les rois des tombes font partie des forces du mal. En a-t-il toujours été ainsi? Alors, Dan. La compréhension de Settra, de son royaume, est-ce que toutes les terres au-delà de ses frontières sont des terres à conquérir par Settra et à se soumettre à son glorieux règne? Et son règne est absolu et incontestable. Si vous ne voulez pas être gouverné par lui, il vous tuera. Voilà les deux options. Plier le genou ou mourir. Jonathan. C'est Tom King jusqu'à 1. Il y a eu une période dans Fantasy Battle où la moralité est devenue un peu plus grise. Mais ce n'est pas le monde de la fin des temps, ni le monde qui était. C'est le monde des légendes. C'est là qu'elles naissent et prennent vie. Nous avons essayé de tracer une distinction plus claire entre le bien et le mal. Les armées du bien sont véritablement les protectrices de l'ordre. Rob. Nous n'essayons pas de dire qu'il n'y a pas de nuance de gris dans ces divisions binaires, mais cette division est désormais beaucoup mieux définie. Jonathan. Il est difficile d'accepter l'idée qu'un empire éternel de squelettes, gouverné par le tyran ultime, qui, dans sa vie, a voulu traverser tous les horizons et subjuguer tout ce qu'il a découvert, ne serait-il pas maléfique? Les cultes mortuaires et l'idée même de non-mort existent à cause de la vanité et du refus de mourir de Settra. Nagash n'existait pas sans le refus de Settra de... Nagash n'existerait pas sans le refus de Settra de mourir. L'agrandissement de soi à travers la grande statuaire et les écrits hiéroglyphiques de Neekara, c'est si égocentrique et si égoïste, et nous en dit tellement sur le peu d'intérêt des dirigeants de Neekara pour leur sujet que cela ne peut être que maléfique. Rob. Nous avons essayé de capitaliser sur cela avec
Nekaf, le héros de Cetra, il a cet énorme parchemin qu'il sort devant l'armée. Avant leur arrivée, il hurle des milliers de titres et d'épithètes de Cetra. Jonathan. Cette liste prend 2 heures ou plus à lire. Et nous en avons un petit extrait dans une des barres latérales du Tom King Camry Arcane Journal. Dan. Même si c'est une liste non exhaustive, dans la vie, Cetra était un monarque tyrannique et lorsqu'il réalisa qu'il allait mourir avant de conquérir le monde, il fut tellement en colère qu'il en fut inconsolable. Lorsqu'il réalisa qu'il aurait des terres inconquises avant qu'il puisse atteindre l'immortalité, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Jonathan. À la fin des temps, Cetra s'est opposé au chaos parce qu'il n'allait pas céder au chaos. Il est trop fou, même dans la non-vie. C'est de là que nous pensons que l'idée selon laquelle les rois des tombes sont bons est venue. Et que nous pensons que les nuances de gris sont peut-être un peu trop brouillées, ont peut-être un peu trop brouillé les choses. Ni le chaos ni Cetra ne laisseront les habitants du vieux monde vivre leur vie. Nouvelle question. Le royaume de Bretonnie semble à peu près ce qui ressemble à peu près à ce qu'il était. Y a-t-il des changements majeurs? Ouais, bah. Pour la Bretonnie, le même symbolisme et les mêmes thématiques classiques dont vous vous souviendrez sont toujours utilisés, mais la principale chose qui a changé visuellement, c'est la façon dont l'héraldique est présentée, qui montre une facette différente de la Bretonnie par rapport au défilé chromatique que vous connaissez peut-être avec. Jonathan. Autrefois, les armées bretonniennes étaient présentées avec une héraldique mélangée, liée aux idées plus anciennes selon laquelle chaque chevalier du royaume avait son propre château indépendant et qu'ils venaient tous des duchés pour se battre ensemble. Ce que nous voulions faire, c'était consolider un peu le fonctionnement des Bretonniens. Une armée bretonnienne où chaque modèle portait un héraldique personnel différente était une image vraiment ambitieuse que l'on verrait dans White Dwarf et les livres d'armée. Mais en tant que projet de loisir, c'était difficile à réaliser. C'est soufflé. Nous ne voulons pas supprimer l'héraldique, nous avons donc repensé un peu les choses. Nous avons opté pour l'idée que la plupart des chevaliers du royaume, y compris les chevaliers Pégase, agiraient comme la suite d'un plus grand seigneur qui porterait leur couleur, un peu comme les hommes d'armes de basse décence. Ils ont peut-être leur propre terre, leurs propres serviteurs et leurs propres responsabilités, mais ils passeront également beaucoup de temps à la cour en tant que soldats et courtisans professionnels, ce qui ajoute un sentiment de vraisemblance au fonctionnement des royaumes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je trouve ça pas mal. Oli, nous avons utilisé cela comme une opportunité pour analyser le fonctionnement de l'héraldique, comment elle évoluera et changera au fil du temps, et comment les éléments majeurs et mineurs seront mis à jour. Parfois, les éléments mineurs peuvent être davantage mis en valeur pour une raison où un élément majeur diminue, les couleurs changent. Et grâce à ces changements, vous pouvez raconter une histoire de ce qui s'est passé. Nous effectuons en partie une rétro-ingénierie depuis l'héraldique de la fin des temps jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. Oh, putain, ils se prennent la tête les mecs. Hein. Oh là là, mon dieu, puis même leurs réponses. Ouais. Moi je trouve que là,
quand je vois leur réponse d'un sens, bon, c'est intéressant, hein, là, quand on voit ce qu'ils disent par rapport à, on va dire, au roi des tombes, c'est vrai. Les rois des tombes, ils n'étaient pas devenus des gentils. À la fin des temps, faut pas abuser. C'est juste que le mec, bah voilà, c'est deux méchants qui se tapent parce que lui, il a pas envie de plier devant le chaos parce que voilà, voilà. Et donc voilà, du coup, bon bah, on va dire, il se retrouve dans les gentils parce que juste voilà. Mais s'il n'y avait pas eu le chaos, il n'aurait pas été dans les gentils. Il aurait, ça se trouve, il y aurait une coalition contre lui, quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal et tout, et je trouve que, bah oui, ça a complètement raison. Là, maintenant, sur les Bretoniens, bon, bah, je trouve que c'est pas mal, mais là, je trouve vraiment que c'est un peu de la masturbation intellectuelle, quoi, si je puis dire, mais bon. Alors, Rob, certaines de ces idées ont été reprises par l'équipe d'Heavy Metal. Les chevaliers de haut rang porteront des couleurs qui correspondent à l'héraldique de leur duc, mais lorsqu'il y a des boucliers inclinables ou des éléments similaires, l'équipe a pris le temps de les peindre d'une manière qui reflétait leur héraldique personnelle. Oui, oui, en gros, tu mets la tunique du duc, voilà, et puis sur le côté, t'as un petit écusson qui rappelle d'où tu viens et qui tu es, quoi. Ouais, ce qui est sont toutefois logique, quoi. Jonathan, tout cela fonctionne très bien lorsque vous construisez des armées. Les chevaliers du royaume sont relativement humbles, mais vous progressez vers les chevaliers de quête et les chevaliers du Graal, qui sont plus individuels et ont un héraldique personnel plus importante. Si vous souhaitez... Bah oui, parce que les chevaliers du... les chevaliers du royaume, on va dire, c'est les chevaliers de base, entre guillemets, et c'est sûr que les chevaliers du Graal et les chevaliers de la quête sont déjà, on va dire, le niveau moyen et le niveau haut, en fait, de tout ça, quoi. Donc plus tu montes, en fait, plus tu deviens égoïste, hein, c'est ce qu'ils disent. Si vous souhaitez toujours faire l'héraldique mixte classique, rien ne vous en empêche. Il y aura même des règles complètes pour les armées en croisade, où les chevaliers de tous les royaumes se réuniront pour entreprendre une grande croisade riche en couleurs et en apparat. Oui, voilà. Ça, c'est ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va retrouver dans le petit journal, là, l'almanach, je sais plus quoi, là, attendez, hop, on va revenir en arrière, voilà, c'est celui-là, là. C'est ce qu'on va retrouver dans ce petit bouquin-là, là, les arcanes journal. Vous allez pouvoir avoir les règles pour faire une armée de croisade. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vos chevaliers bretoniens auront tous une couleur différente. Voilà. C'est ça, en fait, qu'ils vous disent. Parce que, en gros, soit tu fais une armée qui suit le duc. Voilà, admettons, vous êtes dans un duché, ses couleurs, c'est rouge et noir. Voilà. Vous avez, lui, il a tout un territoire, et dedans, il y a plein de petits seigneurs et tout, donc voilà, qui sont des chevaliers. Le duc dit, bon, on lève les armées. Bon, bah, ces troupes de base, ces paysans, ces trucs comme ça, sont tous en noir et blanc. Ses propres chevaliers, lui, sont tous en noir et rouge, pardon. Lui aussi, etc. Bon, bref. Mais tous les autres petits seigneurs qui vont venir en tant que chevaliers se réunir dans son armée, bon, eh bien, ils sont en noir et rouge. Donc ça veut dire que ça va uniformiser l'armée, mais avec un petit fanion, où par exemple, tel chevalier, il est de tel endroit, ses couleurs c'est vert et bleu, donc il y aura du vert et bleu. L'autre, ce sera un dessin sur fond, je sais pas, sur fond jaune, et il aura un petit truc et tout qui lui rappelleront. Voilà, c'est ça en fait qu'ils ont voulu faire, enfin là. Mais on pourra toujours faire comme avant. Ou alors, quand vous preniez un régiment de chevaliers bretoniens, vous pouviez en avoir un jaune avec des traits noirs, un rouge et noir, un bleu et blanc, enfin vous voyez, avec chacun ses couleurs, ses trucs, etc. Et donc là, comme ils disent, c'est ce qu'ils appellent en fait les armées de croisade. Et c'est ce qu'on pourra faire grâce, enfin c'est ce qu'on aura comme règle dans le petit journal. Ça y est, j'ai encore perdu le nom. Voilà, l'arcane journal. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils sont en français, parce que
Parce que voilà. Donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, vous voyez les couleurs, voilà. Si lui il appelle et tout, voilà, à se réunir sur sa manière, bon bah voilà, ce sera rouge et... Tout le monde sera en rouge et noir, mais ils ont peut-être un petit écusson comme ça sur le côté, qui rappelleront leur couleur et qui ils sont. Voilà. Dan. À chaque faction, nous continuons à adhérer aux éléments fondamentaux établis dans la tradition écrite au fil des ans. Les chevaliers bretoniens ne vont pas commencer à porter des armes à feu. C'est une guerre déshonorante. Jonathan. Nous explorons cependant l'idée des parias et chevaliers bretoniens exilés. Ils seraient peut-être prêts à contourner un peu plus les règles de la chevalerie. Ça, c'est hyper intéressant. C'est juste cette phrase-là, s'ils le font, ça peut être hyper intéressant. Vous imaginez, en fin de compte, si demain ils sortent les règles pour, on va dire, l'idée des parias et chevaliers bretoniens exilés, c'est-à-dire en fait d'anciens chevaliers qui diraient, bon, hop, ils ont été exilés parce qu'ils ont fait un truc, qui a déplu, enfin, qui a été contre les règles de la chevalerie. Et ce serait super intéressant d'avoir une armée de chevaliers comme ça, paria, qui auraient toutes les règles de la chevalerie, entre guillemets, qui se battraient comme ça, comme les Bretoniens, mais qui emploieraient aussi, je sais pas, peut-être des canons, ou des fusils, ou des trucs comme ça, ou des armes que la Bretonie, la chevalerie bretonienne, trouve qui est déshonorante sur le champ de bataille. Ce serait une dinguerie. Parce que ça, vous voyez, plus on développe des petites règles comme ça qui peuvent être très sympas, ça permet de développer plusieurs armées dans une armée. C'est-à-dire que déjà une armée en croisade, ce sera pas pareil qu'une armée normale de duché, ou ce sera pas... Vous voyez? Et si on développe les parias, ou les exilés, là, comme ils disent, ça peut être génial. C'est-à-dire que ça vous fait encore une autre façon de jouer, une autre façon d'appréhender. Ça peut être une tuerie. Et là, vous pouvez faire une armée bretonien contre bretonien, par exemple. Parce que bon, si on fait bretonien contre bretonien, c'est un peu con. Alors que là, si on fait des parias bretoniens contre des bretoniens qui restent... Vous voyez, ça ouvre plein de possibilités de bataille, de scénarios. Franchement, s'ils vont là-dedans et tout, je trouve ça... J'espère vraiment, hein, s'ils en parlent, je pense que c'est ce qu'ils vont penser. Mais je trouve ça juste génial. Cette idée-là, là, c'est juste une tuerie. Rob. Même là, nous nous appuyons sur les idées que nous avons établies dans les éditions précédentes des batailles de Warhammer Fantasy. Les Bretoniens exilés peuvent faire appel aux bombardes et à la poudre noire. Ben voilà. Mais ce sont toujours pas les chevaliers qui les tirent. Voilà, ça va être les gueux. Jonathan. Même si leur honneur ne pourrait pas vraiment être plus terni, ce sont des chevaliers qui sont partis en exil de leur propre gré parce qu'ils ne veulent pas s'excuser pour un acte répréhensible. Ils ne veulent pas entreprendre de quête ni même de pénitence. Alors à la place, ils emmènent toute leur famille et leurs fidèles serfs et partent vivre ailleurs parce qu'ils croient toujours avoir raison. La folie unique de la Bretonie est que tout le monde commence à dire « Eh bien, n'est-ce pas noble de sacrifier autant ? Cela devient un acte honorable, même si leur honneur est entaché. À un moment donné, ils pourront peut-être revenir, mais dans l'intervalle, bien sûr, ils justifieront l'utilisation de canons et renforceront leurs armées avec des meurtriers et des voyous. » Ça, par exemple, je trouve ça juste terrible. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'aime tout ce qui est, en fait... comment dire tout ce qui est récit, lore dans une armée. Moi, c'est comme ça que je choisis toujours mes armées. Déjà, dès le départ, je regarde le lore de l'armée. Quelle est son histoire ?
Et c'est par là que je vais me dire, ah putain, elle est bien, parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela, et tout, etc. etc. Et après, c'est le visuel. Comment elle est, si le visuel m'attire. Parce qu'il y a des armées que je trouve que le lore est génial, mais que le visuel m'attire pas. Donc, on va dire c'est un savant mélange de lore et de visuel. C'est comme ça au début que j'ai choisi, par exemple, ma première armée de 40K, les Blood Angels. C'est pareil comme ça que j'ai choisi on va dire mes morts vivants. Voilà, parce que bon, voilà, j'étais attiré par ça et tout, je trouvais ça génial, les vampires, les trucs. Ça me rendait ouf et tout, et puis j'avais commencé à lire un peu l'histoire des morts vivants, et je trouvais Nagash, c'est un personnage que j'ai tellement trouvé génial que voilà quoi, je pouvais pas passer à côté. J'avais trop aimé sa façon de faire, le Nagash quoi, et tout, c'est ouf et tout, voilà. Donc là, je trouve que là, ce qu'ils font, c'est génial. Je sais pas si on le trouvera dans le petit bouquin et tout, ce côté-là, là. Enfin, les parias, ça et tout, mais je serais trop content. Je serais trop content. Et donc, ça veut bien dire, vous voyez, encore une fois encore, que s'ils sortent du lore comme ça, s'ils sortent cette idée-là, ça veut dire qu'il y a encore des nouvelles figurines à venir. Parce qu'ils vont vous faire des bandits, ils vont vous faire des conneries comme ça. Donc, vous aurez... voilà, soit ils nous laissent les règles, et voilà, après c'est à nous de nous démerder, et on fait du, comment ça s'appelle, on fait du modélisme, ce qui est très très bien aussi, soit, en fait, ils sortent ça parce que, en fait, en gros, ils vont sortir des nouvelles figurines. Et je pense sincèrement, pour en revenir là-dessus, ceux qui se plaignent qu'il y a beaucoup de vieilles figurines ou quoi que ce soit, attendez avant, attendez. Parce que je pense que c'est, d'un sens, c'est pour commencer. Je sais pas comment vous dire. Bon voilà, on commence le jeu, il faut bien repartir de quelque part. C'est très très difficile de commencer un jeu de rien. On va dire comme si s'ils avaient tout refait dès le départ. Enfin, c'est pas difficile pour eux parce que c'est Game Workshop quoi et tout, etc. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, s'ils avaient tout refait, je pense qu'en fait, ils gèrent par rapport, comme d'habitude, hein, on va pas se voiler la face, c'est l'argent. Donc ils disent, bon, on a déjà ça de fait, on va faire revenir ça. Et sur certaines figurines, sincèrement, quand je vois pour les trucs, je trouve que c'est pas dégueulasse. Mais moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'on va avoir des nouvelles figurines qui vont sortir et qu'on s'y attend pas. Qu'on s'y attend pas encore. Parce que regardez, comme ils ont fait, comme ils ont dit dans cet article, le lore, il copie entre guillemets sur l'Horus Heresy. Qu'est-ce qui a été à Warhammer Battle l'équivalent du siège de Terra, etc., etc. Donc, regardez ce qu'on a eu pour l'Horus Heresy. Et ce qu'on a au fil du temps. On a toutes les nouvelles, les armures qui sortent. Là, par exemple, on a eu les MK3, les machins, les trucs, il y a plein de nouvelles trucs. Et là, il y a le Solar Exilia qui arrive. Ça, bref, il y a énormément de choses qui arrivent à chaque fois pour Horus Heresy. Et en fait, The Old World, c'est clairement le Horus Heresy. Horus Heresy, ce qui est Horus Heresy pour 40K, c'est clairement, ce sera clairement ça pour AOS. Donc, en gros, c'est une super idée d'avoir fait ça et d'avoir développé ça. Mais croyez-moi, ils vont sortir, c'est sûr, une partie de vieilles figurines, mais il va y avoir de la nouveauté. Faut pas rêver, on en est qu'au début là. Hein. Et je trouve que pour un premier jet, il y a quand même eu beaucoup de nouvelles figurines. Bon. Maintenant, il y a des trucs qui vont être relous. On va dire avec les vieilles figurines, c'est comme j'avais dit, c'est les figurines en métal. Ça, c'est déjà un point, bon, un peu plus... Pas que j'aime pas le métal, attention, c'est par rapport à le prix et les trucs comme ça. Mais sinon, en tout cas, dans tous les cas de figure, moi je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on va avoir de la nouveauté qui va sortir. Parce que, de toute façon, ils sont là pour faire de l'argent. Ils s'amusent pas, ils ne ressortent pas Warhammer The Old World pour que ça fasse un flop, comme certains peuvent le dire quelque part. Ils disent, ouais, mais non, ils sortent ça, après ils vont lâcher. Non, ils vont pas le lâcher, ce putain de jeu. Il y avait pareil, les mêmes discours au début quand The Horus Heresy est revenu. Déjà, ça a fait un carton, Horus Heresy, ça a vendu des tonnes de boîtes dans tous les sens. Je pense que ça fonctionne encore très bien, sauf que c'est un jeu qui se montre pas, malheureusement.
Mais c'est un jeu qui fonctionne encore très bien, les ventes sont encore très bonnes. Ça c'est clair et net, ça se joue beaucoup. Plus qu'on ne peut le croire. Mais, il n'est pas mis assez en avant, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est mis en avant beaucoup, même sur YouTube, bah, c'est le jeu compétitif. Donc le seul qui est vraiment compétitif, c'est 40K, et maintenant, quand même, AOS, tout ça et tout, etc. Et Kittim aussi, à la base. Mais bon. Là, on va avoir avec The Old World, je pense, beaucoup de choses qu'on s'attend pas. On sait déjà des choses, mais ce sera pas un bête... ça va pas être une bête réimpression des vieilles figurines de Fantasy Battle. Parce que comme ils vous le disent déjà par rapport à l'histoire, on va avoir des personnages pour l'instant. On n'a pas eu vraiment de personnages. Enfin, on n'en a pas eu du tout. Hormis la magicienne, là. Ouais, encore. On n'a pas eu de vrais personnages chez la Bretonnie, par exemple, encore. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de choses qui vont ressortir. Et donc voilà, moi j'attends vraiment les personnages qui vont sortir. Parce qu'ils vont écrire l'histoire au fur et à mesure, etc., etc. On va avoir beaucoup de narratifs. Et c'est pour ça que moi j'aime justement le jeu narratif. Voilà, c'est pour ça que j'aime ça. Parce que ça raconte une histoire. Et c'est ce que j'ai toujours aimé en fait dans les jeux quand ça raconte une histoire. Voilà. Donc là, quand je lis juste ce passage-là, là, moi je suis hyper hypé. Franchement. Pareil, quand je dis ce qu'il dit sur Khemric, le mec, il est... Bon, bah, voilà, on le sait déjà, hein, Cetra, il est fou. Bon, voilà, c'est pas nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir, en fait... ce qui va être intéressant à jouer, c'est le début de lui, quoi, en fait, entre guillemets. Et donc, voilà, quoi. Et donc, si tu veux, ça va amener de nouvelles histoires, de nouveaux affrontements. On va avoir, par exemple, peut-être le père de Karl Franz, j'ai des conneries, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs comme ça qui vont être là. Et on va voir l'avant, en fait. C'est le préquel de Warhammer Fantasy Battle. Donc je pense que ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de voir pourquoi, en fait, on en est arrivé jusqu'à la fin des temps, quoi. Parce qu'il s'est passé quand même des choses avant Fantasy Battle qui ont mené à ça, quoi. Désolé. Donc moi, j'ai trouvé cet article très intéressant. Et j'aimerais bien justement qu'ils fassent des petites parenthèses, tu vois. J'aurais aimé vraiment... surtout que les Skaven, ils ont encore tout ce qu'il faut et tout, c'est pareil. J'aurais aimé vraiment qu'ils fassent des petits passages comme ça de temps en temps, qui disent, bon allez hop, on vous sort quelques boîtes d'armée des Skaven, parce que comme ça, si vous avez envie de vous amuser à faire la guerre des sous-terres des Skaven, la guerre civile des Skaven, vous pouvez vous le faire. Ça, par exemple, mais ce serait un truc hyper intéressant à faire. De même sortir du lore sur ce qui s'est passé par rapport pendant la guerre civile des Skaven, parce que ça devait être hyper intéressant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est plus intéressant quand ils disent ça comme ça que quand ils avaient dit... pareil, les vampires, bon, les fans de Karstein, ils sont pris une dérouillée, mais ils sont pas morts, enfin... Mais ça peut être intéressant de voir l'histoire. Vous savez, un petit trait comme ça, hop, qui part sur le côté de qu'est-ce qui se passe quand même chez les vampires. Parce que obligatoirement, il se passera des choses. Donc vous voyez, merde, putain, je mets les vies, ça y est, il est plus bon. Mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être hyper intéressantes. Et je trouve que ça laisserait des portes ouvertes. Et je suis sûr que les gens seraient au rendez-vous. On vous sortirait d'un seul coup un petit hop, bifurcation. On ressort les Skaven. Voilà. Et on sort des nouveaux personnages des Skaven à l'époque et tout. On raconte les histoires. On raconte cette guerre civile. Et vous pouvez jouer la guerre civile des Skaven. Ça peut être hyper intéressant, sincèrement. Vraiment. Moi j'aime tellement ces histoires-là. J'aime tellement le lore, les trucs comme ça. Que je trouverais super intéressant de jouer pendant la guerre civile des Skaven. Voilà. Même si tu fais Skaven contre Skaven, c'est hyper intéressant. C'est comme les gens qui disent ouais, Horus Heresy c'est nul parce que je sais pas comment dire ouais, c'est que 12 Space Marines contre des Space Marines. Mais non. Chaque Space Marine a sa façon d'être joué. Donc tu ne joueras pas pareil des Space Wolves que tu joueras des Blue Angels, que tu joueras des Dark Angels. C'est pas vrai ça, vous voyez. Et c'est ça qui est génial, quoi, en fin de compte, dans Horus Heresy.
c'est qu'en fin de compte, oui, c'est des Space Marines contre des Space Marines, mais c'est pas les mêmes. Voilà. Ils ont les mêmes armures, entre guillemets, mais pas la même façon de se battre, pas les mêmes armes, pas la même façon, entre guillemets, pas la même façon de s'en servir, du moins, etc., etc. Donc voilà. Et c'est vrai que chaque armée de Space Marine a sa propre identité, sa propre façon d'être faite. Donc réduire, par exemple, Horus Heresy à ça, c'est nul. C'est bête et c'est pas vrai. Et c'est pareil pour là. Jouer, on pourrait avoir plusieurs clans de Skaven qui se jouent différemment. Puisqu'il y a de toute façon plusieurs clans de Skaven. Donc, vous voyez, enfin voilà, bon, moi j'extrapole, après je pars très loin dans les trucs, ça me fait... vous voyez, ça c'est des trucs ça me fait rêver, moi. C'est des trucs qui me font, mais kiffer, ça me rouffe. Moi, les mecs, quand ils parlent de lore comme ça et tout, et qu'ils commencent à partir dans les trucs, les machins, tout de suite, je m'imagine des batailles, des trucs, et... Voilà, j'ai hâte. C'est comme là, pour le coup, des tanks qui parlent, là, les tanks à vapeur. Putain, tu vas voir qu'en fait, il y en avait plus que ce qu'ils disaient à la fin du monde. À la fin des temps, oui, il n'y en avait que très peu et tout, etc. Comme si qu'ils avaient oublié, enfin voilà, et tout, et... C'est super intéressant. Enfin, voilà. Mais j'avais pas aimé, par contre, le truc quand ils avaient dit... oui, bon, bah, les hommes lézards, ils sont sur leur île, enfin, dans leur coin d'industrie, là. Ils sont timides, ou des trucs comme ça, machin, non. Non, les gars, ça c'est nul, ça. Voilà. Tu pouvais quand même les faire rentrer par moment, tu vois, tu pourrais faire des petits clins d'œil, des petits trucs, mais bon. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire une armée d'hommes lézards pour Warhammer The Old World, avec en plus les nouvelles figurines d'AOS. Puis bon, il y a toujours des anciennes de toute façon. Mais voilà, ça va pas m'empêcher de le faire. Et parce que ça va être sympa. Et j'ai vraiment hâte qu'ils sortent les PDF, qui j'espère seront aussi en français, pour pouvoir qu'on joue ça. J'ai envie de faire aussi une armée d'elfes noirs, parce que j'en avais commencé une à l'époque. Donc j'aimerais bien, bon, vraiment un petit début, j'aimerais bien la continuer, etc. Parce que bon, il y a encore beaucoup des références de toute façon des elfes noirs à OS et tout. Voilà, donc ça va pas être trop difficile. Et puis bon, bah, ce qui nous manquera, de toute façon, on peut se les imprimer. Parce que bon, aller les chercher sur eBay ou des trucs comme ça va nous coûter... On dit que Game c'est cher, mais alors, allez acheter des figurines d'occasion de Battle et on en reparlera. Hein. Voilà, hein. Putain, moi j'ai voulu me prendre un vieux... un vieil elfe là qui était sorti sur Griffon. Parce que je voulais vous faire un tuto peinture et tout, etc. Putain, en métal et tout, je l'ai trouvé sans boîte. Les mecs, ils le vendent 130 €. Je trouve ça quand même un peu abusé, quoi. Faut pas déconner non plus. Je sais que c'est les anciens trucs et tout, etc. Ah, d'accord, pas de problème. Je peux comprendre, hein, moi, dans les jeux vidéo et tout, etc. Voilà. Mais je suis pas d'accord quand même avec dans les jeux vidéo, quand tu vois qu'un jeu, voilà, il passe à 300, 400 balles. Bon, bah, je me dis, ouais, putain, il y a peut-être un juste milieu, les gars. Tu vois, peut-être pas 130 balles, mais déjà 60 balles, c'est déjà bien. Voilà. Hein. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que, ouais, tout ça annonce du bon. Niveau fluff, niveau lore, tout ça, je pense qu'on va avoir des choses bien sympathiques. Bon bah voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les petits loups, comme d'habitude. Dites-moi si vous aussi vous êtes fervent du lore, si vous aimez, si vous attendez à ça et tout, et ce que ça vous inspire, tout ce qu'ils viennent de dire dans cette interview, si je puis dire. C'était... ah oui, merde, je voulais voir et tout. Hop là. Ouais, donc voilà, donc ça c'est le truc que j'avais trouvé le plus intéressant. Bon, après vous avez le lore des Bretoniens, le lore des Tomb King, je vais pas vous faire une vidéo sur ça et tout, j'en ferai d'autres différentes. Ça c'était bon, bah voilà, vous avez le Round Table Design et tout, et puis là pour la peinture, bon voilà. Et là on a le 4, c'est le reste. Donc, je déconne. Donc voilà les petits loups, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes des aficionados du lore et que ça vous botte quand vous entendez ces choses-là, que ça vous titille, que ça vous donne envie de fabriquer une armée, de faire ça, de commencer à faire des scénarios, etc., etc. Pareil, s'il y a des mecs qui kiffent les scénarios, qui kiffent faire des choses comme ça, etc., etc., n'hésitez pas à venir sur le Discord, à prendre contact avec moi, etc. On pourrait commencer à envisager des projets, pour commencer à faire des scénarios, des choses, des petites campagnes et tout. Parce que ce jeu-là, il va falloir le faire vivre et ça pourrait être bien sympa de faire ça. Donc, si vous êtes des gens motivés, bah, n'hésitez pas à me contacter.
Je pense qu'on pourrait faire des choses bien intéressantes. Moi, de mon côté, j'y réfléchis aussi beaucoup. Donc voilà. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.